La philosophie est d'abord la confrontation entre le philosophe, le penseur et le monde qui l'entoure. C'est pour ça que nous allons commencer l'étude pratique de la philosophie par ce qu'on appelle la physique, l'étude des êtres physiques qui nous entourent. Nous allons essayer dans ce cours de comprendre la notion de nature. La nature est souvent aujourd'hui comparée à également une sensibilité ou une mode. On voit autour de nous beaucoup de produits bio, de produits naturels. On a aussi la mode de ce retour à la nature, même dans l'architecture, on peut voir des bâtiments recouverts de bois, etc. Donc il y a ce thème de la nature qui est toujours présent autour de nous et envers lequel nous manquons souvent de repères. Nous allons essayer de donner donc une définition de cette nature qui nous entoure et dans laquelle nous vivons. Nous allons étudier cette partie de la philosophie qui s'appelle la physique, puisqu'elle concerne les êtres physiques qui nous entourent. La physique, c'est l'étude de la nature, en ce qu'elle est surtout caractérisée par le mouvement. Thomas d'Aquin définit la physique de la manière suivante. Des choses qui dépendent de la matière non seulement quant à leur être, mais aussi dans leur notion, traite la philosophie de la nature, appelée aussi physique. Et comme ce qui est matériel est de soi mobile, il s'ensuit que l'être mobile, lens mobile en latin, est le sujet de la philosophie de la nature. Nous allons donc étudier aujourd'hui la première chose que l'homme observe dans la nature, des êtres en mouvement. Lorsque nous devenons philosophes, lorsque nous essayons de penser le monde, à quoi sommes-nous confrontés? Nous sommes confrontés à la nature des choses, aux choses qui nous entourent, et quelle est la première chose que nous voyons? Ce sont des êtres en mouvement. La physique, donc, c'est l'étude de l'être matériel, que l'on peut toucher, sujet au mouvement. C'est l'étude de la nature. Cette étude permet d'élaborer ce que les anciens appelaient une cosmologie. La cosmologie, c'est le nom de la philosophie de la nature qui se finalise par un système du monde. Non point, comme on l'a souvent affirmé par erreur, par un système scientifique, mathématique du monde, de type physico-chimique ou mathématique, par exemple un système de mouvement planétaire, un système de force et de dynamique mathématique et physique. Non, la cosmologie, c'est plutôt un système philosophique du monde, c'est-à-dire un système cohérent en tant que compréhension du réel. La cosmologie se prolongera ensuite nécessairement dans une métaphysique. La cosmologie donc concerne la physique, mais il y a certaines questions qui ne pourront pas trouver de réponse si l'on reste dans les simples éléments matériels. Et ça va poser justement la question de l'au-delà du physique, de la métaphysique. Mais on n'en est pas encore là puisque nous commençons simplement l'étude des êtres qui nous entourent. Cependant, la cosmologie donc amènera à poser des questions de l'ordre de la téléologie, c'est-à-dire d'une philosophie de la finalité, une science de l'universel. C'est ce qu'on verra plus tard dans l'ontologie, qui est la philosophie de l'être, et par la suite dans ce qui est appelé la théologie, la philosophie de Dieu. En effet, nous observons premièrement les choses qui nous entourent, les choses physiques, et celles-ci vont poser des questions quant à leur existence, quant au pourquoi de leur existence, par exemple. Il y a d'autres questions, mais par exemple, simplement celle-ci montre qu'il y a un au-delà du physique et certainement des réponses à apporter. Et ce sera tout l'objet de la métaphysique. Il nous faut donc revenir à cette méthode d'Aristote qui nous est chère à l'Institut aristotélicien d'études scientifiques. C'est la méthode scientifique d'observation. Il faut se vider l'esprit de tous les préjugés et observer tout simplement le monde qui nous entoure. Nous avons pris la résolution de rejeter toute cette philosophie qui est a priori idéaliste, et plutôt nous ancrer d'abord dans le réel. Nous aurons tout l'ordre de discuter de ce qu'on a appelé la critériologie, à savoir
la philosophie de la vérité, la philosophie de l'idée, la philosophie de la pensée. Mais tout d'abord, ce n'est pas comme ça que l'on conçoit le monde. Et justement, en étudiant la nature, il faut que nous ayons une méthode naturelle d'apprentissage basée sur l'observation première de la réalité. Par exemple, lorsque j'ai faim, je ne vais pas essayer de penser est-ce que c'est vrai que j'ai faim, est-ce que c'est une illusion que j'ai faim, est-ce que cette faim est un rêve, est-ce que je suis éveillé. Non, le premier mouvement naturel c'est j'ai faim, je vais essayer de me restaurer. Je me dirige vers le frigidaire. Donc, nous allons reprendre cette attitude dite réaliste, en tout cas aristotélicienne, dans l'édification d'une philosophie, en étant ancré dans le réel, par l'observation, et en rejetant préjugés et a priori. Et nous verrons plus tard que ce n'est pas un préjugé et un a priori que de procéder de la sorte, puisque de toute façon il faut une base au raisonnement. Mais tel n'est pas l'objet de ce cours. Quels sont donc les éléments de la perception immédiate qui nous entourent? On va prendre l'exemple du philosophe qui sort dans son jardin, qui s'assied et observe la nature. Il peut voir passer devant lui un petit oiseau, et celui-ci peut s'envoler. Il observe en réalité deux choses distinctes, l'être oiseau et le mouvement de l'oiseau. En effet, dans la nature au sens large, disons dans le monde qui nous entoure, nous observons des êtres distincts. Il y a l'oiseau, il y a l'herbe, et nous observons le mouvement des êtres. L'herbe fluctue avec le vent, et les oiseaux sont bien vivants, ils picorent des graines et ils s'envolent. Nous allons essayer de rendre compte de la complexité de la nature par un concept aristotélicien qui se nomme l'illémorphisme, ce qui va nous permettre de comprendre les êtres. En effet, nous observons différents êtres autour de nous. Ils se définissent selon une nature, et c'est rentré dans le langage courant. Un oiseau n'a pas une nature de chien ou de chat. Un homme n'a pas une nature de dauphin ou même d'atome nucléaire quelconque. Qu'est-ce donc que ce quelque chose qui permet de différencier les êtres? Qu'est-ce qui les spécifie les uns par rapport aux autres? Il y a une différence philosophique entre un rocher, entre un oiseau et un arbre. On observe tout d'abord une différence de forme. C'est la différence formelle. En effet, le rocher que nous voyons à l'image a une forme plus ou moins ovale, plus ou moins angulaire. L'oiseau a une forme élancée qui lui permet de voler, est équipé d'un plumage, équipé si l'on veut, équipé de petites pattes qui lui permettent de s'accrocher légèrement, d'attraper sa nourriture, etc. Et l'arbre, lui, est fait d'un tronc et de feuillage. On voit qu'il y a une différence de forme. Et pour l'instant, nous en sommes qu'à la description de la configuration matérielle extérieure de ce qu'on pourrait appeler l'apparence. Mais il y a une différence d'apparence et une différence de forme. Nous allons voir que la forme, c'est au-delà des apparences. Cependant, il y a une seconde différence philosophique. Par exemple, si l'on prend trois chaises, une chaise en bois, une chaise en plexiglas ou en verre, et une chaise en pierre. Ces trois chaises possèdent à peu près la même forme. Elles pourraient très bien avoir exactement la même forme si on les taillait ou on les confectionnait de manière identique. Cependant, le matériau est différent. C'est ce qu'on appelle la différence matérielle. C'est ainsi qu'est constitué ce premier concept aristotélicien, qui, comme vous le voyez, est vraiment une intellection de la nature qui nous entoure, à savoir l'illémorphisme, c'est-à-dire illé en grec la matière, morphé la forme. C'est une doctrine qui explique que tous les êtres qui nous entourent sont doués de matière et de forme, ce qui constitue leur essence, et nous le verrons en métaphysique.
Donc nous avons une première définition, si nous voulons essayer de décortiquer la réalité qui nous entoure. La première définition sera de dire que les êtres sont doués de matière et de forme, et cela posera la question à savoir, est-ce que ces deux éléments déterminent leur nature? Nous allons d'abord définir la matière. La matière, si l'on observe la matière autour de nous, en tant que pure matière, par exemple, de l'or brut ou du granit brut. On pourrait prendre aussi de l'argile brute. La matière est une indétermination et potentialité. Si on utilise par exemple les matériaux que nous pouvons utiliser pour divers ouvrages, comme l'or pour des bijoux, le granit pour une statue, cette matière elle est indéterminée. L'or n'est pas encore bijou et la pierre n'est pas encore statue. Ou l'argile n'est pas encore poterie. Donc, si on schématise, si on synthétise cette interprétation de la matière est une indétermination et elle est en potentialité, elle peut devenir quelque chose d'autre. On distingue la matière seconde, douée de forme, d'une certaine manière, et la matière prime en soi, qui est la matière philosophique, applicable en tant que concept à toute la réalité. La matière seconde est déjà dotée d'une certaine forme. En effet, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir du cuivre, il peut y avoir du fer. Ce sont trois matières métalliques, mais qui sont dotées chacune d'une certaine forme qui va les spécifier par rapport à un autre matériau. Mais si on remonte au concept même de matière, et à ce qu'on appelle la matière prime, en soi, c'est une pure indétermination. Il manquera une forme pour spécifier la matière. La matière or et la matière marbre sont déjà douées de forme. L'or de la forme métallique jaune et le marbre de la forme minérale blanche. La matière prime, elle, est la matière première du cosmos. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de dire que le cosmos a été fabriqué à partir d'une matière prime. Nous voulons dire que le cosmos est constitué d'une matière et que cette matière est inhérente à toute la réalité physique. En tant que telle, cette matière est pure potentialité, capable de se diversifier en de multiples êtres et suivant de multiples formes correspondantes. Nous avons essayé donc ici de saisir un peu cette notion de matière en tant qu'elle est un substrat matériel, physique, potentiel, indéterminé, tant qu'il n'a pas reçu une forme. Nous allons définir la forme maintenant. Nous voyons par exemple que de même matériau, du papier par exemple, on peut faire une boule ou un avion. Et ces deux êtres, puisque ce sont des êtres, auront deux possibilités différentes. L'avion pourra planer, tandis que la boule ne pourra pas planer. Donc on voit que la forme a une compétence déterminante. La forme est même la détermination de la matière. C'est l'agent de l'être, si on veut. C'est la forme qui produit dans l'être ce qu'il est. La forme est la détermination en termes de capacité au mouvement dans l'être. La forme ronde d'une boule de papier lui permettra de rouler. La forme avion de ce même papier lui permettra de planer. Ce composé illémorphique, car tel est son nom, ce composé matière-forme, constitue l'essence de l'être. C'est la chose dans ce qu'elle est, du latin essentia, la nature d'une chose, qui provient du verbe esse, le verbe être. On dit aussi la quiddité, la chose en tant qu'elle est cette chose. Donc si on cherche à définir la nature, il faut prendre en considération les constituantes matérielles et formelles de l'essence. Il nous a fallu, entre guillemets, découper intellectuellement la réalité pour essayer de comprendre la nature des choses. On ne peut pas rester au stade de la simple observation extérieure, il faut faire le pas de concevoir la réalité d'une manière structurée qui permette de donner une définition réaliste du monde qui nous entoure. Nous allons voir que cette
théorie de l'illémorphisme chère à Aristote donne une explication tout à fait pertinente sur la notion de nature.